La Chine, un sujet qui est cher à Stéphane Vontron, directeur commercial chez JP Morgan. Il en parle avec Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, mais aussi avec Thomas Daudeville, gérant de la financière Daudeville, et Patrick Ganancia, fondateur et dirigeant chez Erez. On regarde tout de suite la Chine, un géant dans la tourmente. Bonjour, cap sur la Chine, un marché qui pose actuellement pas mal de soucis aux investisseurs. Alors à juste titre, nous allons voir cela tout de suite avec un très bon spécialiste de la question puisqu'il s'agit de Stéphane Vontron. Stéphane, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, merci vous. Alors, comme nous sommes dans le cadre d'une table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir aussi autour de cette table Monsieur Daudeville, vous allez bien? Bonjour, Thomas, et Patrick Ganancia. Bonjour. Merci à vous deux, vous êtes CGP et j'ai le grand plaisir de vous avoir avec moi. Donc on va vous poser plein de questions, Stéphane. Je vous poserai la première, elle est déjà quasiment dans le titre. Est-ce qu'il y a un vrai souci avec la Chine aujourd'hui? Le souci, on en a eu quand même, effectivement, hein, ces dernières semaines. On ne va pas dire le contraire, parce que les performances ont été beaucoup plus compliquées. Après avoir été excellentes ces dernières années, il faut le rappeler, mais néanmoins, les soubresauts, pour dire le moins, réglementaires, couplé au stress qu'on a pu avoir sur la dette et notamment sur celle d'Evergrande, qui est la foncière qui est la plus grosse dette dans le monde, ont participé à brouiller le message sur la Chine et quelque part à faire s'éloigner le côté opportunité que représente la Chine et faire valoir plutôt les risques qui sont devenus assez saillants. Et donc dans ce contexte, bien évidemment, les performances ont été plus compliquées et ce qui fait le différentiel de flux, à savoir les capitaux occidentaux, ont plutôt sorti, se sont désengagés en matérialisant des gains substantiels la plupart du temps, parce que ce sont des positions qui étaient détenues depuis au moins 2020. Mais néanmoins, c'est ce qui s'est passé ces derniers mois. Et donc aujourd'hui, il y a un très gros point d'interrogation sur la Chine qu'on perçoit de la part de nos investisseurs ici en Occident, mais qui vient peut-être aussi d'une méconnaissance du cas due au fait que ça soit assez lointain et perçu de façon émotionnelle parce que précisément peut-être pas très bien intégré. Alors peut-être Stéphane, pour rebondir sur ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux pourquoi le gouvernement chinois tape finalement secteur par secteur? Il a fait l'éducation, il a fait Alibaba, Tencent, puis maintenant l'immobilier. Pourquoi est-ce qu'il tape comme ça aussi violemment sur les gros leaders chinois? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Dans le cas, il y a un tronc commun qui est lié notamment à l'éducation et également à l'immobilier. C'est le fait de défendre le pouvoir d'achat des ménages. C'est vraiment une volonté très forte de Pékin, c'est de faire en sorte que le pouvoir d'achat des ménages se développe graduellement et continue à promouvoir, à offrir de la croissance, puisque le modèle chinois se recentre sur sa propre consommation qui devient centrale, comme à l'image de ce que font les pays occidentaux. Et donc de ce point de vue-là, c'est vrai que la spéculation immobilière, l'augmentation du prix de l'immobilier et l'augmentation du coût de l'éducation et l'absence de contrôle aussi, il faut dire ce qui est, étaient des enjeux très forts pour Pékin et un stress très fort. Donc il y a une envie de reprise de contrôle et de limitation du coût qui était quand même dans les deux cas. Mais un Alibaba, c'est pas une question de coût pour les consommateurs. Un Alibaba, c'est très différent. Un Alibaba, c'est quelque part le même sujet que ce qu'on a sur les marchés occidentaux. Ça participe d'un stress qui est lié à avoir des leaders qui soient trop gros pour être régulés. Et donc, ça correspond à une perte de contrôle de la part de l'État central. Et je ne t'apprends rien, c'est quelque chose que les autorités chinoises apprécient peu. Donc là, il y a de ce point de vue-là, quelque part, une relation assez duale de la part des autorités chinoises qui, d'un côté, veulent promouvoir leurs champions pour qu'ils soient ceux de la zone RCEP, donc pour l'ensemble de l'Asie, et qu'ils aient cette zone de chalandise absolument extraordinaire qui va représenter plus d'un consommateur sur deux à horizon de 10 ans. Et en revanche, à côté de ça, ils veulent pouvoir continuer à contrôler et ne pas se retrouver dans le contexte que connaissent les Américains notamment, avec des autorités fédérales qui sont dans l'incapacité de réguler leurs leaders. D'accord. Thomas. Alors, Stéphane, comment est-ce qu'on peut rassurer aujourd'hui nos clients finaux qui ont déjà investi sur la Chine et qui, comme nous, finalement, se posent les mêmes questions et aimeraient être rassurés? Il y a plusieurs éléments qui sont très à la faveur du marché chinois. Tout d'abord, sa valorisation. Ça paraît, c'est une évidence, mais étant donné la baisse que l'on vient de connaître, la valorisation du marché chinois et en particulier du marché chinois onshore, continental, est très attractive. Ça se paye 13 fois et demi les résultats, contre plus de 17 fois en Europe et 22 fois aux États-Unis. Donc déjà, il y a une attractivité prix qui est évidente. Ensuite, la perspective de croissance. On est dans un marché, dans un raisonnement aujourd'hui qui reste très court terme. Et donc, quelque part, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde se dit pourquoi aller prendre le risque Chine à un moment où les marchés développés offrent la même croissance. Mais ça, c'est un réflexe très calendaire. À partir de l'an prochain, le différentiel de croissance sera de nouveau très à la faveur de la Chine par rapport à l'ensemble du monde développé. Et donc, ça devrait quelque part remettre un peu le clocher de l'église au milieu du village en termes de perspective, de se dire, bon, où est-ce qu'il y a une zone où les actifs sont relativement peu chers,
où les mesures de soutien de l'économie, que ce soit d'un point de vue budgétaire ou monétaire, sont très orthodoxes, les valorisations correctes, les perspectives long terme solides, c'est la Chine. Donc dès lors que la poussière sera un peu retombée par rapport aux événements récents qu'on vient de connaître, très clairement, les comités d'allocation reviendront sur ces thèmes qui continuent aussi à peser de plus en plus lourd dans les indices mondiaux, et ça va continuer à être le cas, ça va faire un vent-arrière considérable, et qui bénéficient directement du développement de l'épargne chinoise. Là aussi, on a un moteur très important de ce point de vue-là. Donc on a un alignement quelque part assez fort. Je n'aime pas trop ce concept d'alignement de planète, mais néanmoins, la Chine coche énormément de cases d'un point de vue investissement. Et alors concrètement, ça veut dire en termes de titres, c'est quoi vos 2 ou 3 principales convictions aujourd'hui ou les plus fortes pondérations du fonds? Alors, généralement, nous, on essaye de construire le portefeuille. Nos fonds chinois, China iShares Opportunities en tête, construisent leur position sur 3 thèmes qui ont notre préférence. Le développement de la consommation domestique, en règle générale. La digitalisation de l'économie qui peut se jouer soit via je dirais, du cloud ou des acteurs purement tech avec du software, mais également avec quelque part un aspect plus cyclique comme les semi-conducteurs qui ont très bien fonctionné cette année. Et puis enfin, la santé. Donc ce sont les 3 grands thèmes qu'on peut retrouver. Alors dans le cas de la santé, par exemple, on a un titre qui s'appelle Shenzhen Mindray, qui est un équipementier en fait, qui fait du monitoring. Je trouve que c'est un exemple très parlant, parce que ça fait du suivi des patients, respiration artificielle. Malheureusement, c'est un élément d'actualité. Tu peux imaginer qu'il y a eu une croissance très forte sur le sujet. C'est 30% de croissance l'an dernier. C'est 25% de croissance trimestrielle sur le dernier trimestre. Et c'est moins 10% depuis le début de l'année. Ce type de titre, on en trouve énormément sur le marché chinois, comme sur CATL, par exemple, qui est un des leaders de la batterie au lithium, sur les valeurs technologiques, ou sur Tingwei, qui est un acteur très fort, ça fait toujours sourire, sur la nourriture animale. Avec le développement du lifestyle en Chine, c'est un titre très intéressant. Vous en parlez très bien, j'avoue. Mais vous avez évoqué Evergrande. Est-ce que on oublie cette histoire? Est-ce que c'est passé ou le risque est réel encore? Et que disent vos gérants là-dessus? Alors, le risque systémique, de notre point de vue, est à écarter. En revanche, ça sera un feuilleton avec de très nombreux épisodes. Pourquoi? Parce que de manière éditoriale, les autorités chinoises ne peuvent pas soutenir Evergrande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un paye s'ils ne veulent pas que le phénomène se reproduise à l'infini. Et donc, comme quelque part, Evergrande, c'est la conséquence d'une politique qui a été mise en œuvre depuis déjà de nombreux mois pour limiter le levier sur l'immobilier, aujourd'hui, l'acteur le plus endetté en paye les pots cassés. Il faut que l'émetteur qui est Evergrande saute pour qu'il n'y ait pas, pour que ça ne crée pas un précédent. En revanche, ce qui est très clair, c'est que les autorités chinoises auront à cœur, d'un point de vue local, donc on peut penser aux régions, de repackager les actifs, repackager la tête et faire en sorte qu'il n'y ait pas de propagation à l'ensemble de l'économie. Et ça, c'est sans doute ce qui va se faire de manière assez pragmatique dans les mois à venir. Mais il y aura des épisodes d'incertitude et donc de volatilité liés à ce titre, mais sans conséquences fondamentales d'un point de vue économique. Est-ce que vous adhérez au discours qui dit actuellement Tencent a perdu 50%, Alibaba a perdu 50%, c'est le moment d'y aller et d'acheter pas cher? Ou c'est pas aussi simple que ça? Si, alors de notre point de vue, ça reste des opportunités très fortes parce que le modèle, alors ça ne se limite pas à ces quelques acteurs qui aujourd'hui sont des leaders, mais les leaders de demain ne sont pas nécessairement les mêmes. Mais néanmoins, c'est très clair qu'aujourd'hui, c'est assez représentatif de ce qui s'est passé sur le marché chinois. Et pas seulement d'ailleurs, parce qu'on peut aussi développer le sujet des executive orders aux États-Unis qui limitent l'accès aussi aux titres cotés ailleurs qu'en Chine sur des champions chinois. Ça aussi, ça limite aussi la performance et ça a troublé la lisibilité de ces acteurs. Je pense qu'effectivement, sur ces niveaux-là, on peut parler très clairement d'opportunités sur des leaders qui, sur leur zone de chalandise, se payent beaucoup moins cher que leurs homologues occidentaux pour le même business model. Thomas? Donc concrètement, aujourd'hui, pour nos clients qui ne sont peut-être pas encore investis sur cette zone, c'est finalement une bonne fenêtre d'opportunité alors? À notre point de vue, c'est une bonne opportunité. Alors, quid du timing à très court terme? Est-ce que la fenêtre qui est attractive aujourd'hui ne va pas le rester pendant quelques mois? C'est pas impossible. Faut dire les choses clairement. En revanche, si on se projette sur un horizon patrimonial qui est celui qui t'intéresse le plus, je pense, très clairement, on pense que la Chine est une opportunité très forte structurellement et d'autant plus à ces prix-là. Et alors aujourd'hui, quand on s'intéresse aux titres chinois, on a évoqué Alibaba ou Tencent. Lorsque vous achetez les valeurs, est-ce que vous les achetez sur la place de Hong Kong ou est-ce que vous préférez acheter les ADR qui sont finalement leur reflet sur les places américaines? Alors nous, on va essayer plutôt essentiellement d'aller sur les marchés physiques, donc pas d'ADR globalement. Déjà parce que justement, il y a un environnement réglementaire que j'évoquais brièvement à l'instant qui est vraiment plutôt averse, puisqu'il y a une limitation de plus en plus forte de l'investissement sur ces titres, avec un contrôle de la part de Washington, pour le coup, de ce qui est investissable ou pas.
Et puis aussi, il faut être très clair, je pense qu'on le voit bien, hein, la direction donnée par Pékin, elle est assez autoritaire, bien sûr, et elle va dans son propre intérêt. Et donc, quelque part, il vaut mieux être du bon côté de la balle de ce point de vue-là, du bon côté du choc réglementaire. Le Et bon donc, côté, c'est le côté chinois. et donc aligné. Si on veut investir en Chine, c'est plutôt le côté On chinois. est d'accord. Et donc, de ce point de vue-là, on privilégiera Hong Kong, mais surtout, aussi et surtout, Shenzhen ou Shanghai. Hein, donc, le marché A, notamment, côté en renminbi, où là, sur lequel c'est là que se déverse leur épargne locale. Et donc, très clairement, s'ils doivent sacrifier quelqu'un, ce ne seront pas leurs investisseurs particuliers locaux. Donc, plus c'est exotique, plus il faut regarder avec circonspection, plus c'est local et domestique. D'accord. Et sur renminbi que tu évoques justement, est-ce que vous avez toujours un avis sur l'appréciation de cette monnaie par rapport aux autres monnaies et donc une évolution favorable des titres sur cette partie-là? Il nous paraîtrait, alors ce soit de notre point de vue marginal par rapport au reste de la performance, mais ça devrait plutôt... Mais elle reste dans le bon sens Ça pour nos devrait clients être investisseurs. Ça devrait être un contributeur parce que très clairement, il y a un différentiel de taux qui est toujours à la faveur de la Chine et Bien ça s'est sûr. encore amplifié dernièrement avec le cas Evergrande. Et en plus, je dirais qu'au-delà de ça, la Chine, je l'évoquais tout à l'heure, a une orthodoxie monétaire beaucoup plus forte que le monde occidental. Si on couple ça à une normalisation du modèle de croissance, ce qui est logique, hein, puisque la Chine, étant de plus en plus développée, va avoir une croissance potentielle de plus en plus faible et donc une normalisation de ses taux à terme, eh bien, tout ça converge pour plaider pour l'appréciation du renminbi. Et du reste, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu trop de dumping de la part des autorités chinoises sur leurs devises. C'est clair. Sur la partie devise, justement, dans vos fonds, notamment les fonds actions, vous êtes couverts sur la devise ou vous jouez la devise en parallèle de l'appréciation des actions? Justement, comme on considère que c'est un facteur qui doit être marginal à terme, hein, c'est-à-dire que quand on régresse la performance des actifs émergents, en règle générale, chinois en particulier, ce qui fait la performance court terme, c'est l'évolution du multiple et la devise. La performance long terme, c'est le dividende et la croissance bénéficiaire. Donc du coup, comme on est sur des horizons de placement longs sur nos fonds actions, on a pris la décision de ne pas couvrir, d'autant que, étant donné le différentiel de taux, le coût de la couverture est extrêmement élevé. Donc il ne faut vraiment pas se gourer parce que si on est dans le mauvais sens, ça coûte très très cher. Moi, j'avais une petite question sur les fonds asiatiques de ta maison de gestion. La Chine représente quel pourcentage aujourd'hui en moyenne sur les fonds asiatiques? Alors, sur les fonds Asie, Qui inclut la Chine, j'entends. Alors, soit on est sur un fonds Asie global dans lequel il y a du Japon, et là on sera plutôt sur des proportions autour de 40-50%. Si c'est de l'Asie émergente, ça peut être 80%. Donc les poids sont extrêmement importants de ce point de vue-là parce que la Chine est très clairement prépondérante, mais il ne faut pas oublier que malgré la baisse, la Chine, en termes de capi, c'est plus de 15% du marché mondial, Bien déjà sûr. aujourd'hui. Non, bien Messieurs, sûr. leur tourne. Je voudrais juste vous poser une question à tous les deux. Est-ce que vous êtes sensible au marché chinois? Est-ce que vous investissez pour vos clients en fonds chinois? Alors, en ce qui nous concerne chez Erez, nous avons une partie en actions chinoises. On a 4 fonds, dont ceux de notre invité d'aujourd'hui, qui sont en position et on aime beaucoup Et qu'est-ce que vous dites à vos clients qui entendent parler? Et qu'est-ce que vous dites à vos clients actuellement qui entendent parler En du ce moment, marché nos clients, chinois? la seule question à se poser, c'est à quel point on repondère la zone. C'est la seule question oui. qu'on se pose. Voilà. Donc ils sont C'est une très bonne réponse. Voilà. Ils sont déjà investis, ils ont fait une année 2020 exceptionnelle. En 2021, ça souffre. Eh La ben, question écoutez, est de savoir si est-ce qu'on repositionne. On dans le marché restera ou pas. sur cette note très positive. Messieurs, en tout cas, grand merci à vous. Merci Bogdan. Merci Bogdan. Voilà donc un résumé un petit peu de ce qui se passe actuellement en Chine et surtout de la vision des professionnels du secteur, mais aussi des épargnants sur le sujet. Une interview de Stéphane Vautron, directeur commercial chez JP Morgan, par Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, accompagné de Thomas Daudeville, gérant de la financière Daudeville, et Patrick Ganancia, fondateur et dirigeant chez Erez.